L'art de la négociation n'est pas un privilège de cadres expérimentés, d'avocats ou de vendeurs. En fait, c'est une compétence fondamentale de vivre avec plus de but et d'efficacité. La négociation va bien au-delà de la fermeture des contrats ou de l'obtention d'avantages commerciaux, c'est la capacité de communiquer stratégiquement avec le monde, d'obtenir ce que vous voulez sans avoir à abandonner ou à imposer votre volonté. Chaque jour, vous négociez, même sans s'en rendre compte. Lorsque vous vous réveillez, commencez-vous à équilibrer les décisions, reporter le réveil ou commencer la journée avec détermination? Avec votre partenaire, il définit qui assume les responsabilités du jour. Au travail, traite des délais, des salaires, des vacances et des priorités. Avec des amis, ajuste les horaires, les lieux et les attentes. Avec les enfants, il établit des règles, des limites et des récompenses. Et avec soi-même, il négocie constamment entre le confort et la croissance, entre le désir et l'action. Voici la grande vérité, nous sommes tous des négociateurs, que cela nous plaise ou non. La différence est que peu développent cette capacité consciemment et efficacement. Cet audio-libro a été créé pour vous transformer en l'un d'entre eux. Beaucoup de gens se frappent le nez lorsqu'ils écoutent le mot « négociation », l'associant à la manipulation, à la froideur ou au conflit. Mais c'est une vue déformée qui a déjà empêché des millions d'obtentions de meilleurs résultats. La négociation ne manipulait pas, ce n'est pas à forcer, ce n'est pas gagné à aucun prix. Les vrais maîtres de négociation ne cherchent pas à écraser l'autre, mais créent des solutions où tout le monde est satisfait, entendu et apprécié. Négocier avec l'intégrité est un acte de respect, avec soi-même et les autres. Il s'agit d'exposer clairement vos besoins, sans crainte, mais aussi d'être ouvert à la compréhension de ceux de l'autre, sans jugement. C'est le dialogue avec la stratégie, mais avec l'humanité. Il est influencé sans oppression, persuadant sans tromper, se déplaçant sans courir. Si vous avez pensé que la négociation nécessite d'être calculée, agressive ou émotionnelle, cet audio-libro changera votre point de vue. Vous constaterez que la négociation n'est pas un jeu sale, mais un outil puissant à portée de main. Vous apprendrez pourquoi certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent sans avoir l'air insistant, et comment vous pouvez faire de même. La clé ne parle plus, mais de mieux parler. Le véritable pouvoir de la persuasion n'a pas toutes les réponses, mais en posant les bonnes questions. Un silence bien placé peut valoir plus d'un millier d'arguments, et souvent la différence entre une opportunité perdue et une affaire brillante est de savoir quand faire une pause, en regardant dans les yeux, et quand dire la bonne chose dans le ton idéal. Ce n'est pas un livre plein de théories abstraites. C'est un guide pratique pour négocier dans la vie réelle, dans les conversations quotidiennes, les décisions professionnelles, les relations et les moments difficiles. Vous trouverez ici des principes applicables, des exemples concrets, des exercices mentaux et des stratégies à utiliser maintenant. Au fur et à mesure que vous avancez, vous verrez les interactions humaines d'une autre manière. Il identifiera quand les gens sont vraiment ouverts à un accord ou se défendent simplement. Vous apprendrez à maintenir la sérénité lorsque les autres exaltent eux-mêmes. Il découvrira comment entendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est réduit au silence. Et surtout, vous comprendrez comment faire entendre votre voix, sans crier, sans imposer, sans culpabilité de chercher ce qui vous est juste. Négocier au fond est un outil pour construire une vie où vos désirs, vos idées et vos besoins ont un espace légitime et respecté. Peu importe votre profession ou votre âge, tout le monde doit gagner en maîtrisant cet art avec l'intelligence, l'empathie et le but. Si vous avez déjà été frustré que vous n'ayez pas obtenu ce que vous vouliez, si vous avez déjà silencieux de peur de rejeter, si vous êtes trop allé et que vous avez ensuite regretté, ou si vous aviez raison mais que vous ne pouviez pas l'exprimer, cet audio-libro est pour vous. Ici, vous trouverez une nouvelle façon de communiquer, de relier et surtout de gagner, non pas par l'ego, mais par compréhension, non pas par la force, mais par l'influence. La maîtrise de la négociation n'est pas seulement pour fermer plus d'affaires. Il sert à vivre avec un pouvoir plus personnel, des connexions plus authentiques et une voix qui sera enfin entendue avec clarté et autorité. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre non seulement fera de vous un meilleur négociateur, mais une personne plus forte, sûre et libre. Avant de suivre, partagez les commentaires à partir des commentaires dans quelle ville vous suivez ce contenu et si ce message a résonné avec vous. Abonnez-vous maintenant à Nolose. Un conseil qui peut enrichir votre esprit et vous rapprocher de la vie que vous méritez. Il n'y a pas de temps à perdre.
Allons-y. Chapitre 1. L'esprit du négociateur qui sort toujours. Ceux qui négocient avec la maîtrise n'entrent pas dans une conversation pour improviser ou gagner à tout prix. Il vient avec un état d'esprit différent, une vision claire, une préparation émotionnelle et une stratégie qui la met en évidence de la majorité. Alors que beaucoup agissent sur l'impulsion ou la peur, le négociateur stratégique observe, analyse et agit avec précision. Il sait que la négociation n'est pas seulement de défendre un point de vue, mais de comprendre le terrain, de déchiffrer les besoins de l'autre et de penser à long terme. Il n'est pas dominé par les émotions du moment, car il a entraîné votre esprit pour garder le focus même sous la pression. Sa base est le principe, pas le sentiment de passage, et cela le rend capable d'influencer sans avoir à dominer. Le premier coup d'un négociateur réussi ? La capacité de rester calme lorsque la pression augmente. Ce n'est pas une qualité innée, mais une compétence qui se développe avec la pratique et la connaissance de soi. La pression est toujours présente, elle peut provenir d'un terme serré, d'une offre défavorable, d'une position agressive de l'autre côté ou même de la peur de faire une erreur. Mais le négociateur expérimenté sait que la différence est de savoir comment il réagit, pas comment le défi se présente. Le céder à la pression ne le rend pas seulement vulnérable, il le transforme en cible facile pour ceux qui savent explorer les faiblesses. La sérénité n'est pas la soumission, c'est le domaine. Plus vous projetez, l'autorité la plus naturelle émane. Et l'autorité n'est pas imposée aux cris ou aux ultimatums, il est construit avec la fermeté silencieuse de ceux qui savent que le contrôle de la négociation n'est pas entre les mains de ceux qui parlent plus, mais qui gèrent le rythme. À un tableau de décision, qui dicte la conversation Campus définit le sort de l'accord. C'est là que la différence cruciale entre un esprit réactif et un esprit conscient est révélée. Le premier agit sur l'impulsion, l'otage aux émotions, le fier qui n'admet pas avoir cédé, la peur qui anticipe les défaites, le besoin enfantin de être la raison à tout prix. Cet esprit interrompt, accélère, oblige les réponses, et, sans s'en rendre compte, livre les rênes de négociation de l'autre côté. L'esprit conscient, en revanche, fonctionne à une autre fréquence. Elle regarde avant de réagir. Il est autorisé à traiter en silence, en comprenant que toutes les provocations ne méritent pas la réponse immédiate et que le pouvoir n'est souvent pas de combler le vide. Mettre l'art du silence stratégique en l'utilisant comme un outil pour déstabiliser, élégant, ou pour extraire des informations précieuses. Lorsque vous négociez avec cette clarté, ce n'est pas seulement plus stratégique, il devient une énigme. Et dans la négociation, être imprévisible, c'est avoir l'avantage de l'élément surprise. Mais venir à ce niveau de maîtrise mentale nécessite un travail interne profond, déconstruire les croyances qui, comme les virus silencieux, sapent leurs résultats. Ce sont des convictions héréditaires, de l'enfance, de l'environnement, des expériences médiocres, qui déforment leur perception et limitent leurs actions. Combien de fois avez-vous évité de demander ce que vous méritez de peur de déranger ? Combien de fois avez-vous interprété un « non » comme un rejet personnel au lieu d'un simple point de départ ? Combien de fois avez-vous abandonné tôt parce que vous pensez que cela insiste sur le fait que serait synonyme de désespoir ? Le négociateur de haut niveau a identifié ces normes et les a remplacées par des principes plus alignés sur la réalité. Pour lui, demander, c'est ne pas imposer, c'est communiquer clairement. Un « non » n'est pas un échec, mais un rétroaction. Insister, avec respect, n'est pas une faiblesse, c'est une persistance intelligente. Et entendre activement n'est pas la passivité, c'est la stratégie la plus puissante pour découvrir ce qui fait vraiment bouger l'autre partie. Ces nouvelles croyances deviennent le fondement de leur conversation. Le résultat ? Des accords plus avantageux, ont gagné avec moins de vêtements émotionnels et plus de respect mutuel. Son état d'esprit est résilient, concentré et formé pour voir au-delà des mots. Alors que d'autres se perdent dans les discussions de surface, ils cherchent le cœur de ce qui compte vraiment. Alors que beaucoup ont du mal à gagner la bataille de l'ego, il construit des ponts afin que tout le monde gagne à long terme. Tout commence par le dialogue interne qui précède la négociation. Vous vous demandez, et s'ils sont ennuyés ? Ou, comment puis-je ajouter de la valeur et défendre ma proposition en toute confiance ? Vous répétez-vous, allez-vous me rejeter ou je suis prêt à faire face à une réponse avec la dignité et la fermeté ? Les questions qui vous posent. Même façonner leur énergie, et leur énergie, à son tour, définit la réponse qu'il recevra.
Par conséquent, chaque grand négociateur prépare non seulement ses arguments, préparez votre état d'esprit. Passez en revue vos pensées, renforcez vos condamnations utiles et réaffirmez, sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la capacité de présenter une présence, une conviction et un respect invalide. Atteindre ce niveau de préparation nécessite de transformer la pensée stratégique en style de vie. Il ne s'agit pas de décorer des techniques, mais de cultiver une conscience de négociation, observez vos conversations quotidiennes, réalisant quand elle agit sur l'impulsion, remettant en question les croyances qui la sabotagent, pratique sans relâche l'art de la pause. Apprenez à reformuler. Engagez-vous dans une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui demande non seulement mais mène la conversation avec la sérénité et le but. C'est le secret des négociateurs qui vont toujours de l'avant. Son pouvoir ne vient pas de dominer l'autre, mais de s'être dominé, leurs émotions, leurs peurs, leurs réactions automatiques. La vraie négociation commence bien avant le tableau, elle commence dans l'esprit. Cette préparation n'est pas un luxe, c'est l'épine dorsale de l'avantage stratégique. Un négociateur qui ne domine pas son état intérieur entre dans la pièce avec ses mains attachées, tandis que celui qui aligne son énergie avant même d'ouvrir sa bouche porte déjà la moitié de la victoire. Le deuxième pilier pour transformer la pression en autorité est un langage non verbal, votre corps parle devant vos mots. Si vous entrez dans l'espace avec une posture incurvée, vos épaules tombées ou des mains agitées, vous transmettez un doute, même si votre discours est impeccable. Mais lorsque vous occupez l'espace avec la colonne vertébrale dressée, vos pieds plantés fermement, votre poitrine ouverte et un look simple, vous n'avez rien à imposer, la confiance émane de vous. Une règle simple mais révolutionnaire, avant de négocier, ajustez votre physiologie. Posture directe, relâchez la mâchoire, respirez profondément. Ce n'est pas seulement le théâtre, c'est la science. Votre corps ne communique pas seulement la sécurité aux autres, il reprogramme son esprit pour le ressentir. La posture n'est pas un détail, c'est la différence entre être considéré comme un candidat ou un leader. Et voici le troisième élément, la confiance tactique, pas cette estime de soi gonflée qui s'effondre au premier non, mais la certitude à forger en préparation, en expérience et en vision stratégique. Il est de savoir que même sans toutes les réponses, vous avez la possibilité de naviguer dans une objection. Il s'agit de comprendre que sa valeur n'est pas liée au résultat immédiat, mais à sa capacité à mener la conversation avec intégrité. Il fait confiance à votre capacité à écouter, à s'adapter et à reformuler, en vous souvenant toujours, votre présence est votre message le plus puissant. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de vous connecter avec vous-même, de votre proposition et du but qui vous y a amené. Une façon pratique de renforcer cette confiance est la visualisation stratégique. Avant d'entrer dans la pièce, fermez les yeux et vivez la négociation mentalement, voire entrer en toute sécurité, écoutez attentivement, répondre fermement. Je prévois des objections et répétez, dans votre esprit, comment vous les traiteriez. Cet exercice, lorsqu'il est répété avec intention, crée des chemins neuronaux, et lorsque le véritable moment arrive, son cerveau le reconnaîtra comme quelque chose de familier, exécutant naturellement ce qui a déjà été vécu en interne. Cette préparation prend moins de 10 minutes, mais son impact est exponentiel. Vous arrêtez de l'improvisation pour diriger, réagir à anticinède, pour être dominé par la pression pour l'utiliser à votre avantage. La pression ne disparaît pas mais vous pouvez l'entraîner à travailler pour vous. Le problème n'est pas la pression, c'est ainsi que vous l'interprétez. Si vous y faites face comme une menace, votre corps sera tendu, votre esprit s'écrasera et vos décisions seront impulsives. Mais si cela se présente comme une occasion de montrer sa présence, la clarté et le leadership, vous deviendrez quelqu'un qui non seulement négocierait mais domine le jeu d'influence, non pas avec des techniques vides, mais avec une autorité née de l'intérieur. Parce que dans le monde réel, la présence avec un but vaut plus que toute technique. Les techniques sans substance semblent artificielles, mais lorsque vous négociez avec l'authenticité, chaque conversation devient une opportunité de croissance, selon un véritable leadership. Chapitre 3, Communication avec objectif. Dans une négociation, ce que vous dites compte, mais comme vous le dites, cela peut être encore plus décisif. La communication avec le but est ce qui sépare l'amateur du maître, qui parle en parlant de quoi? Là à conquérir. Chaque mot est un choix stratégique. Une phrase bien placée peut ouvrir des portes, un mot imprudent, fermez-les pour toujours.
Le ton droit apaise, inspire la confiance, penche l'équilibre. Le mal détruit en quelques secondes qui a pris des heures à construire. Par conséquent, la règle d'or est claire, ne parlez pas pour remplir le silence, parlez à diriger la conversation. Beaucoup croient que parler beaucoup est synonyme de persuasion, que plus il y a d'arguments, de données et de justifications, plus ils seront convaincants. Mais voici la vérité cruelle, moins c'est plus. Un message concis, clair et fermement délivré a plus d'impact qu'un discours long et confus. Lorsque vous parlez trop, l'autre se perd, se déconnecte ou est étouffé. Lorsque vous parlez les éléments essentiels, suscitez la curiosité, gagnez du respect et faites peser chaque mot. La brièveté n'est pas un manque de contenu, c'est une preuve de clarté. Seul qui sait exactement ce que vous voulez peut s'exprimer avec précision. Avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous, est-ce que cela ajoute de la valeur ou prenez-vous simplement de la place ? Parler avec intention n'est pas la même chose que parler d'émotion. Lorsque vous réagissez, vous prenez votre pouvoir. Quand il répond, il le récupère. Dans toute négociation, il y aura des moments de tension, des objections ou des commentaires inattendus. La plupart des gens se défendent, accélèrent, interrompent, justifient. Le négociateur exceptionnel s'arrête. Respirez. Processus. Et puis il parle du centre, car il sait que les mots ne sortent pas, surtout lorsqu'ils construisent des alliances, des relations ou des accords qui valent des millions. Chaque mot doit avoir un objectif, affirmer une position, poser une question stratégique, reformuler un conflit ou simplement imposer la présence avec le silence calculé. Et voici un élément souvent sous-estimé, mais dévastateur, ton, rythme et pause. Le ton est l'âme de votre message. Vous pouvez dire « je comprends » avec l'empathie et les portes ouvertes, ou le sarcasme et la guerre déclarée. Les gens ne négocient pas avec la logique, négociez avec l'émotion. Un ton sûr, serein et humain est votre arme plus nette. Pas besoin de paraître agressif pour être respecté, vous devez sembler clair, ferme et authentique. Le rythme est la boussole émotionnelle de votre discours. Parler rapidement transmet l'anxiété, parler trop lent, insécurité. Mais un rythme naturel, ponctué de ruptures stratégiques, maintient l'attention, génère un impact et le contrôle des projets. Les pauses ne sont pas vides, ce sont des outils électriques. Ils vous donnent le temps de réfléchir, pour que l'autre puisse absorber et la conversation respire. La maîtrise de ces éléments n'est pas facultative, c'est ce qui sépare ceux qui participent à la négociation de ceux qui le commandent. Parce qu'en fin de compte, les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous les avez fait ressentir. Et c'est tout, la capacité d'influencer avec la présence, et non énergique, qui transforme une conversation simple en un accord à impact élevé. Le silence n'est pas un vide à remplir, c'est un espace stratégique à dominer. Alors que la plupart se produisent pour occuper chaque seconde avec des mots, vous, en silencieux avec l'intention, créez un champ de force invisible qui oblige l'autre à se révéler. Ce n'est pas une coïncidence que les grands négociateurs ne craignent pas le silence, ils le cultivent. Parce qu'un silence bien dosé n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse en soi. Cela oblige l'interlocuteur à combler le vide de ce qu'il pense vraiment, pas ce qu'il pense que vous voulez entendre. Lorsque vous posez une question, au lieu de courir pour répondre, permet une rupture calculée, applique une pression subtile mais implacable. Le silence expose les insécurités, accélère les confessions et vous donne souvent les informations que même une batterie de questions pourrait extraire. C'est l'art de faire fonctionner l'autre travail pour vous, sans qu'il s'en rende compte. Mais méfiez-vous, le silence n'est pas une simple omission. Il s'agit d'une technique raffinée qui nécessite un contrôle émotionnel et un timing impeccable. Un silence trop long peut ressembler à un désintérêt, un silence trop court, comme l'anxiété. Le secret est de l'étalonner en tant qu'instrument de précision. Lorsque vous dominez cette capacité, accédez à la conversation sans avoir à retenir les rênes. L'autre suit inconsciemment son rythme, ou plutôt son manque de rythme. Et voici le paradoxe plus puissant de la communication stratégique, moins vous parlez, plus vous exercez de contrôle. Parce que ceux qui en parlent trop, font en trop. Qui écoutent avec la profondeur des actes avec précision. Lorsque vous priorisez la qualité de l'attention sur la quantité de mots, chaque intervention de vous prend du poids. Votre question. Ils deviennent plus incisifs,
leurs observations les plus pénétrantes, leurs propositions les plus difficiles à ignorer. Ce n'est pas de la passivité, c'est la maîtrise. C'est la différence entre ceux qui jouent aux échecs et qui bougent les pièces. Alors que la plupart sont perdus dans l'urgence d'être entendus, vous, lorsque vous choisissez l'ordre de la parole et lorsqu'il est fermé, se positionne comme l'architecte de la conversation. Et dans une négociation, ceux qui tirent la carte viennent toujours d'abord vers la destination. Parce que, au fond, l'influence ne consiste pas à imposer votre voix, mais à orchestrer le dialogue afin que l'autre choisit de suivre votre direction. Et rien ne fait cela plus élégamment que le silence intentionnel. Il amplifie non seulement ses paroles, il les rend inévitables. Le silence n'est pas un vide à remplir, c'est une pression positive, un espace stratégique où la réflexion prospère et le contrôle est affirmé sans mots. Après une question décisive, résistez à l'envie de rompre le silence avec anxiété. Laissez-le respirer. Parce que c'est dans cet intervalle que la magie se produit, les autres processus s'exposent, ressent le besoin de combler le vide avec plus qu'il ne l'intention de le révéler. Et cette information supplémentaire ? Il peut être exactement la pièce manquante pour conclure l'accord à votre avantage. Mais le silence est aussi une arme d'autorité discrète. Face à une objection ou à une critique, répondre dans la même médaille ne fait que nourrir le conflit. Au lieu de cela, une pause. Regardez calmement. Laissez la tension se dissoudre dans l'air avant de répondre avec une précision chirurgicale. Cet intervalle n'est pas une faiblesse, c'est un signe que vous opérez à partir d'un centre inébranlable. L'autre partie se rend compte, même inconsciemment, que c'est devant quelqu'un qui n'est pas traîné par le rythme des autres. Et comme réflexion, le ton de la conversation correspond le vôtre. Encore plus puissant est d'utiliser le silence pour mettre du poids sur vos mots. Une déclaration énergique suivie d'une rupture stratégique ne fait pas seulement écho, elle s'installe. La pause agit comme un point culminant émotionnel, un souligné qui provoque l'absorption de son message, non seulement entendu. Dans les négociations à fort impact, où chaque syllabe compte, sachant quand une fermeture est aussi cruciale que de savoir quoi dire. La plupart craignent le silence, l'associant de l'inconfort ou de la fragilité. Cependant, vous le transformez en un outil de précision, un intervalle de puissance, une pause qui parle plus fort que n'importe quel argument. Parce que, au fond, l'écoute active n'est pas passivité, c'est le leadership sous sa forme la plus raffinée. Il est de l'art d'extraire des informations sans invasif, de renforcer la confiance sans avoir l'air intéressé, de se positionner comme quelqu'un qui non seulement parle clairement mais comprend en profondeur. Dans les plateaux de la négociation, ceux qui entendent le mieux sortent toujours. L'influence ne consiste pas à imposer, mais à déchiffrer d'abord puis à construire. Il reçoit sans juger de répondre dur. C'est la lecture entre les lignes pour agir avec intention. Et cela n'est possible que pour ceux qui ont dominé l'art du silence non pas comme une reddition, mais comme le commandement. Le vrai pouvoir de votre voix commence par la puissance de votre attention. Si vous êtes en mesure d'entendre de toutes les manières, de capturer ce qui n'a pas été dit, de faire une pause sans crainte et de répondre avec conscience, alors tenez l'une des armes les plus mortelles de toute négociation, l'influence silencieuse. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix, ni de le convaincre. Il suffit de maîtriser l'art de l'écoute comme un acte de pouvoir invisible. Parce que dans un monde qui crie d'attention, ceux qui écoutent avec un but deviennent impossibles à ignorer. Chapitre 5, la formule du master questionné. Poser des questions n'est pas un acte occasionnel, c'est le levier qui fait des négociations. Mais toutes les questions n'ont pas le même poids. Certaines portes ouvertes désarment la résistance et révèlent des informations précieuses, d'autres concluent des accords avec une précision chirurgicale, guidant la conversation pour l'action. Le négociateur exceptionnel ne demande pas de poser, chaque question est un mouvement tactique, calculé pour extraire, diriger ou consolider. Une question ouverte comme « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette décision ?» Non seulement il démontre un véritable intérêt, il expose les priorités qui peuvent redéfinir toute la stratégie. Déjà une question fermée, comme « Accepterait de fermer aujourd'hui avec ces conditions ?» cherche à réaliser le résultat. Cet équilibre entre l'exploration et la conduite est ce qui sépare l'amateur du stratège. La maîtrise de la question stratégique va au-delà de ce qu'il faut demander, c'est comme demander et quel effet cela génère sur l'esprit de l'autre. Une erreur courante consiste à bombarder de problèmes sans structure, à créer
Soupçon. Le vrai maître utilise des questions comme un architecte utilise les plans, pour construire, étape par étape, le chemin de oui. Des techniques telles que la planification progressive sont essentielles. Commencez par de larges questions et avancez-vous vers des questions plus spécifiques. Au lieu de diriger directement sur le budget, une séquence naturelle serait « Quelles caractéristiques vous sont indispensables ?» suivi de « Quel investissement aurait du sens d'obtenir cela ?» Cette progression réduit la résistance, le contexte et ouvre des portes à des informations cruciales. Conduire une conversation sans opinion dominante nécessite une sensibilité et une lecture raffinée, non seulement de mots, mais de ce qui est derrière eux. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de diriger avec respect et intention. Un moyen efficace consiste à valider le souffle avant de procéder. Je comprends que c'est une préoccupation. Serait-il utile d'explorer une alternative ? Cette approche transmet l'empathie, diminue la tension et maintient le dialogue qui coule vers une solution conjointe. Même le ton fait la différence. La même question peut sembler comme une enquête ou une collaboration, selon l'intonation. Par conséquent, le rythme, les pauses et l'intention font partie de la stratégie du questionneur du maître. Une autre technique avancée est une reformulation précise. Lorsque la réponse est vague ou déroutante, l'expert reflète, si je comprends bien, ce qui compte le plus pour vous, c'est X. Est-ce non ? Non seulement cela montre une écoute active, mais clarifie les positions, éliminant les malentendus et accélérer la fermeture. Et si la conversation devient ou émotionnelle, une question bien placée peut tout recalibrer. Que serait nécessaire pour que cela fonctionne pour les deux ? Les questions qui font appel à des avantages mutuels débloquent non seulement les impasses mais renforcent la confiance. Être un questionneur de maître ne parle plus, mais de mieux demander. Chaque question doit avoir un objectif, découvrir, influencer, valider ou fermer. Plus vous êtes conscient de ce pouvoir, moins il dépendra de longs discours ou d'arguments forcés. Dans les négociations réelles, les grands accords ne se terminent pas avec des monologues brillants, mais avec les bonnes questions au moment exact. C'est le cœur de Dominion, avoir le courage de demander ce que les autres n'osent pas et la sagesse de se taire quand tout a déjà été dit. Chapitre 6. Autorité et clarté lorsque vous demandez. Lorsque le temps de commande vient, être une augmentation, une remise, une condition favorable ou même une simple faveur, qui définit le succès n'est pas ce que vous demandez, mais comment il fait. La plupart manquant. La fermeté de ceux qui ne sont pas effectués par la réaction impulsive. C'est la différence entre un négociateur commun et un maître dans l'art de persuader. La première considère les objections comme des barrières, le second, comme porte d'entrée pour approfondir le dialogue. La clé est de reformuler avant de réfuter. Quand quelqu'un soulève une objection, ceci est hors de notre budget, ce n'est pas le bon moment, nous avons besoin de plus de garanties, le test est contre-argument dans la même médaille, justifiant, expliquant ou pire, cédant même avant de comprendre ce qui est vraiment en jeu. Mais un négociateur stratégique fait le contraire, valida d'abord, enquête plus tard. Au lieu de répondre avec un « mais », dit-il, je comprends votre préoccupation. Explorons-le ensemble, qu'est-ce qui rendrait exactement cette proposition viable pour vous ? Cette approche a un effet psychologique profond. En reconnaissant l'objection sans résistance, vous désactivez la défensive de l'autre. La personne ne se sent pas attaquée et vient de vous voir comme un allié dans la recherche d'une solution. C'est comme, au lieu de pousser un mur, vous trouvez la porte tournante et l'ouvrez ensemble. Le secret est dans les questions, pas dans les réponses. Quand quelqu'un dit non, il est rarement un « jamais ». La plupart du temps, c'est un « pas encore », un « non » ou « me convaincre ». Votre mission est de découvrir quel est le vrai « non » derrière le mot. Par exemple, nous n'avons pas d'argent pour cela, je comprends. Si le roi était garanti dans 6 mois, cela changerait-il la perspective ? Ce n'est pas une priorité maintenant, que devait arriver pour devenir une priorité ? Nous avons besoin de plus de temps, quelles informations supplémentaires accéléreraient cette décision ? Chaque question bien posée est un pont, pas un marteau. Vous ne renversez pas l'objection, il redirige l'énergie vers un terrain où les deux peuvent avancer. Et quand l'objection est émotionnelle ? Toute résistance n'est pas rationnelle. Parfois, non cache des peurs sans nom, si je dis oui, je perdrai le contrôle, ça me rend faible. Je ne fais pas confiance que tu as livré. À ces moments, les arguments logiques échouent.
Ce qui fonctionne, c'est refléter avec précision l'émotion. Si quelqu'un semble hésitant, au lieu de presser, disons, on dirait qu'il y a quelque chose au-delà du coup qui vous laisse en doute. Puis-je comprendre ? Cette phrase simple fait deux choses. 1. Montre que vous êtes conscient de ce qui n'a pas été dit. 2. Donne la permission à l'autre d'exposer la véritable préoccupation. L'art de céder sans perdre. Il y a des moments où l'objection est valide et nécessite un ajustement. Vient ensuite le principe de la concession stratégique, vous ne cédez pas à la faiblesse, mais par calcul. Avant d'offrir quoi que ce soit, demandez-vous. Cela me coûte peu, mais avez-vous une grande valeur pour eux ? Est-ce que j'échange quelque chose de tangible contre quelque chose d'intangible, confiance, vitesse, bonne volonté ? Cette concession ouvre-t-elle la voie à un gain plus élevé ? Un exemple classique, dans une négociation salariale, si l'entreprise ne peut pas offrir l'augmentation souhaitée, proposez, je comprends les limites actuelles. Et si nous avons révisé en 3 mois, avec des objectifs clairs et un bonus pour une performance immédiate ? Vous montrez la flexibilité, mais gardez le contrôle du processus. Le pouvoir du silence après objection. Après avoir présenté votre contre-proposition ou votre question, arrêtez de parler. De nombreux négociateurs organisent leur propre jeu en remplissant le silence de justifications inutiles. Le silence est un outil de pression subtil, ceux qui parlent en premier après une pause révèlent généralement plus qu'ils ne le prévoyaient. Si vous résistez à la tentation de rompre le silence, 2 choses peuvent se produire. 1. L'autre remplit le vide d'informations précieuses, eh bien, en fait, le problème est que. 2. Vous démontrez la confiance, et la confiance est contagieuse. Lorsque l'objection est un test. Certaines objections ne sont pas réelles, ce sont des tests de résolution. L'autre partie veut voir jusqu'où vous allez, à quel point vous êtes en sécurité de votre proposition, à quel point il peut être créatif sous pression. Dans ce cas, la pire réponse est de se retirer ou de le justifier excessivement. Le meilleur ? Maintenez le cadre de référence. Si quelqu'un dit « leur concurrent offre cela pour moins », au lieu d'entrer dans la guerre des prix, répondez « je comprends ». Et que ne nous offre-t-il pas oui ? Vous avez détourné la conversation des prix en valeur, et cela change tout le jeu. La règle d'or, ne laissez jamais une objection sans étape suivante. La plus grande erreur après une objection est de mettre fin à la conversation sans engagement d'action. Même si vous ne concluez pas l'accord à temps, sortez. Une question en attente, j'enverrai les données manquantes jusqu'à demain. Pouvons-nous planifier un appel rapide à réviser ? Une date limite définitive, si je résolve X jusqu'à vendredi, pouvons-nous reprendre la conversation lundi ? Une responsabilité mutuelle, prenez-vous soin de l'approbation interne, et je prépare la proposition ajustée. Combiner. Cela empêche la négociation de mort dans les limbes et maintient l'élan à son avantage. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que vous transformez le conflit en collaboration. Ce n'est pas surmonter l'autre partie, il le guide sur un terrain où ils peuvent gagner. Et lorsque vous faites cela avec la maîtrise, quelque chose de surprenant se produit, les objets ne sont plus une menace et deviennent des opportunités d'approfondir la relation. En fin de compte, la différence entre un négociateur médiocre et un exceptionnel n'est pas l'absence d'objections, mais la capacité de les utiliser comme étape, et non de trébuche. Chaque « non » est une invitation à mieux demander, à écouter plus profondément et à proposer plus précisément. Et c'est ainsi que non seulement des accords sont construits, mais des partenariats durables. Vous ne réagissez pas seulement aux mots, vous façonnez le cours de la conversation. C'est l'essence de la négociation stratégique, transformer chaque interaction en une étape calculée, par un réflexe impulsif. La différence entre ceux qui négocient par instinct et qui négocient avec un but est précisément là, dans la capacité de convertir la résistance en chemin, des doutes de clarté et des tensions en opportunités. Une objection n'est pas un mur, mais une fenêtre fenêtrée. Lorsqu'un client dit « je ne sais pas s'il répond à mes besoins », l'erreur courante est de s'exécuter pour défendre le produit. Le brillant négociateur, cependant, répond « aidez-moi à mieux comprendre ce qui serait idéal pour vous ». Cette approche n'est pas passive, elle est active. Ne réduit pas la résistance, le dissout. Vous ne vendez pas, vous construisez une solution les uns avec les autres. Et cette différence subtile est ce qui fait que la personne ne vous achète pas à la fin, mais avec vous.
Un autre pilier fondamental est le ton. Les mots ont du poids, mais la façon dont ils sont dits définit l'impact. Grand-mère. Vous pouvez avoir la réponse parfaite, mais si cela ressemble à une correction, il perdra la bataille avant même de la terminer. L'arrêt ferme sans être rigide, convaincant sans être agressif. Au lieu de « vous avez tort », dites « laissez-moi montrer une autre perspective qui peut vous aider ». Au lieu de « cela n'a pas de sens », préférez « explorons comment cela peut fonctionner pour vous ». La langue n'est pas seulement un outil, c'est le pont qui relie les intentions. Maîtrisez et vous dominerez la négociation. Mais il ne suffit pas de choisir les bons mots, nous devons valider les émotions derrière eux. Ignorer la frustration ou le scepticisme de l'autre, c'est comme essayer de s'appuyer sur le sable déplacé, tout s'effondre. Lorsque vous dites « je comprends que cela peut sembler risqué » ou « je vois que ce point est crucial pour vous », ce n'est pas seulement la reconnaissance d'un sentiment, cela crée un espace sûr pour que la logique soit entendue. Premièrement, le lien émotionnel, puis les arguments rationnels. Cette séquence n'est pas accidentelle, c'est la formule pour désarmer la résistance et les portes d'ouverture. La récolte sans confrontation nécessite également une clarté sur ses limites. Il ne s'agit pas de céder pour éviter les frictions, mais de défendre votre position avec l'élégance. Si quelqu'un essaie d'imposer des conditions, une réponse comme « je suis ouvert à trouver un terrain d'entente, mais je dois m'assurer qu'il fonctionne pour les deux » transmet deux messages puissants, vous êtes collaboratif, mais pas naïf. Cette fermeté sereine est ce qui sépare la négociation de la soumission. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de faire avancer la construction d'un accord. Une objection bien gérée se rapproche souvent de l'acceptation immédiate car elle révèle une implication, une réflexion et un véritable intérêt. Lorsque vous écoutez attentivement, faites une pause avant de répondre et dirige la conversation avec l'intelligence émotionnelle, chaque objection devient une étape, non pas pour prouver que c'est vrai, mais pour prouver qu'elle comprend. C'est le cœur de l'art de réfuter sans confronter, auto-témoignage pour ne pas réagir, empathie pour se connecter, langue pour guider et présence pour transformer les tensions en solutions. Il ne s'agit pas d'élever des murs, mais de construire des ponts, et seuls ceux qui dominent cette capacité laissent les négociations non seulement avec un accord, mais avec une relation renforcée. À chaque moment critique, vous avez le choix, laissez l'ego répondre ou laissez la stratégie agir. Qui domine ce choix, domine la négociation. Chapitre 8. Négociation difficile, comment transformer les conflits en collaboration. La récompense n'est pas confrontée, et cette distinction peut être la ligne de démarcation entre un accord réussi et une occasion manquée. Beaucoup croient que la défense d'un point nécessite une voix forte ou des déclarations catégoriques, mais les vrais maîtres de la négociation, ceux qui ferment les accords durables et gagnent le respect, savent que le pouvoir n'est pas dans l'intensité de la réponse mais dans l'exactitude du timing. La pause devant la réplique n'est pas une hésitation, c'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus raffinée. Lorsqu'une objection survient, notre première impulsion peut être de se sentir attaqué ou désavantagé. Cependant, un silence stratégique a un double effet, désarme l'émotion des autres et nous donne l'espace pour identifier la racine du questionnement. Dans cette brève pause, vous ne perdez pas le contrôle, vous le récupérez. Une objection rare est un « non » définitif. Si c'était le cas, l'autre partie prendrait sa retraite. Le fait qu'il y ait une objection signifie qu'il y a quelque chose à clarifier, à résoudre ou à comprendre. Voici la capacité du négociateur à lire au-delà des mots. Que signale vraiment cette résistance? Est-ce un véritable doute, une peur non exprimée ou une tactique pour gagner un avantage? La différence entre un vendeur médian et un communicateur exceptionnel est que ce dernier ne voit pas d'objections telles que des barrières, mais en tant que portes qui n'ont pas encore été ouvertes de la bonne manière. Au lieu de répondre avec un « non », vous avez tort, la stratégie la plus efficace est de reformuler avec empathie « je comprends votre point, et c'est pourquoi il est important de considérer cela ». Il ne s'agit pas de contradiction, mais complémentaire. Non pas attaquer, mais pour rediriger. Ainsi, la conversation reste sur un terrain constructif, et l'autre partie se sent non seulement entendue mais comprise. La véritable maîtrise de la remise est de garder le contrôle sans avoir à imposer l'autorité. Cela signifie être clair que l'objectif n'est pas de gagner une discussion, mais de construire un pont, et ce pont doit être fait de fermeté tranquille. Désarmer la tension sans donner à taire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le leadership.
En tant que danseuse qui anticipe les traces du partenaire et les transforme en mouvements harmonieux, le négociateur qualifié guide la conversation sans friction. Une technique puissante pour cela est de valider avant de répondre. La validation ne signifie pas être d'accord, cela signifie reconnaître la perspective de l'autre. Ce faisant, vous désactivez la charge émotionnelle, créez une ouverture et rendez l'autre partie plus réceptive à votre point de vue. Par exemple, face à un « cela semble très cher », la réponse peut être « il est naturel de le ressentir, surtout parce que nous n'avons pas encore exploré toute la valeur qu'il peut générer pour vous ». Premièrement, validation, puis rediriger. Parfois, lorsque les émotions s'intensifient, et elles viennent toujours, la plupart font des erreurs, les interruptions, contredisent, se défendent de l'anxiété. Le négociateur expérimenté respire cependant. Cette pause n'est pas seulement physiologique, c'est stratégique. Lorsque vous respirez, non seulement oxygénate le corps, mais clarifie également la pensée. Et avec un esprit clair, les mots gagnent la précision, le ton s'ajuste et la réponse ne devient pas une réaction, mais une action intentionnelle. Rebat sans affronter implique également de savoir quand ne répond pas. Tous les commentaires ne nécessitent pas une réplique immédiate. Parfois, le silence, ou une question bien placée, est la réponse la plus puissante de tous. Parfois, la contre-attaque la plus efficace n'est pas un argument, mais le silence calculé. Ce vide stratégique n'est pas passivité, c'est une pause chargée d'un but. Le silence bien dosé crée un espace inconfortable pour l'autre, le forçant à revoir ses propres mots. Cela peut lui faire remettre en question ses objections ou, dans de nombreux cas, se retirer par lui-même. Dans ce jeu, moins n'est pas une omission, c'est une concentration de résistance. Chaque seconde de l'immobilité est un outil qui, lorsqu'il est utilisé avec la maîtrise, désarme les résistances sans avoir à soulever la voix. Maîtriser l'art de réfuter sans confronter n'est pas une question de chance, mais de discipline. Il faut de la pratique pour affiner le timing, l'auto-témoignage de ne pas céder à l'impulsivité et, surtout, un véritable respect pour l'interlocuteur. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de guider, avec intégrité. La différence subtile entre les deux est prévue, l'une cherche à dominer, l'autre, à construire. Qui négocie avec l'élégance n'impose pas, persuade. Il maintient la fermeté sans rigidité, clarté sans agression, et même lorsqu'elle n'est pas d'accord, cela fait entendre l'autre. C'est la magie de l'influence éthique, transformer une objection en opportunité, une résistance au dialogue et, finalement, pour laisser non seulement un accord, mais avec une relation renforcée. Parce que voici le secret que peu comprennent, une personne qui se sent comprise, même s'il a tort, abaisse les défenses. Et lorsque les défenses baissent, la réceptivité s'épanouit. Cette ouverture, lorsqu'elle est bien menée, déverrouille les portes que la force ne pourrait jamais pénétrer. La véritable victoire d'une négociation n'est pas mesurée par le nombre de concessions déchirées, mais par la qualité du lien créé. Il ne s'agit pas de gagner l'autre, il s'agit d'élever la conversation à un niveau où ils ont tous deux gagné. Et cela n'est réalisé qu'avec une combinaison puissante, stratégie émotionnelle, langage précis et présence sereine qui convertit la tension en compréhension. C'est l'héritage du négociateur qui comprend le jeu au-delà des mots, la capacité de faire taire le bruit, d'aligner les intérêts, sans tracas, de mener le processus sur le oui, non par l'imposition, mais pour une conviction partagée. Chapitre 9. Le corps qui persuade, le langage silencieux de l'influence. Même avant d'ouvrir la bouche, votre corps parlait déjà pour vous. Et ce qu'il a dit peut avoir scellé sa crédibilité, ou a miné son autorité. Le langage corporel n'est pas un détail dans la communication, c'est le prologue de l'influence. Alors que les mots sont filtrés par la raison, les gestes, la posture et les micro-expressions parlent directement du subconscient de l'autre, sans censure, sans édition. Un regard éphémère, une épaule incurvée, un sourire forcé, de petits signes qui, en quelques secondes, révèlent plus que tout discours préparé. De grands influenceurs, dirigeants et négociateurs ne s'attendent pas à parler de commencer à persuader. Ils persuadent déjà en entrant dans la pièce. La façon dont ils occupent l'espace, la façon dont ils serrent une main ou comment ils sont assis à la table transmet silencieusement la sécurité, l'ouverture ou, dans le pire des cas, l'insécurité. La différence entre ce qui est convaincant et qui sont ignorés est souvent en cohérence entre ce qui est dit et comment. Le corps le dit. Ignorer ceci,
c'est comme essayer de vendre un produit avec un emballage déchiré, quelle que soit la valeur du contenu, la première impression l'a déjà dévalué. Le corps a son propre vocabulaire, et chaque geste est un mot. Une pente avant peut démontrer un véritable intérêt, mains ouvertes, transparence, un menton surélevé, de l'autoconfidentialité. Mais méfiez-vous, tous les gestes ne communiquent pas ce que vous pensez. Beaucoup sabotagent leur propre message sans s'en rendre compte, une balançoire nerveuse avec des jambes, des bras croisés à un moment inapproprié ou un sourire qui n'atteint pas les yeux. Ces bruits du corps créent une dissonance et le cerveau humain se spécialise dans les détecter. Par conséquent, la première étape de la maîtrise de cette langue est un exercice de la connaissance de soi brutale. Grave. Demandez des commentaires. Notez comment vous vous déplacez lorsque vous êtes sous pression. Les modèles que vous découvrirez peuvent être révélateurs, et souvent embarrassants. Mais voici la bonne nouvelle, le langage corporel ne consiste pas à agir, il s'agit d'aligner. Il ne s'agit pas de forcer des postures ou des gestes répétés, mais de s'assurer que votre corps reflète naturellement la confiance que vous ressentez à l'intérieur. Lorsque les mots et les gestes sont en phase, leur crédibilité tourne. L'inverse est également vrai, en cas de déconnexion, même l'argument le plus solide semble faux. L'une des erreurs les plus courantes et destructrices est un geste excessif. Dans l'empressement à avoir l'air convaincant, de nombreuses personnes se transforment en une démonstration de mouvements incontrôlés, comme si le volume de gestes pouvait compenser le manque de substance. Le résultat ? Distraction. Soupçon. Le geste perd son pouvoir lorsqu'il devient un bruit. D'un autre côté, un mouvement précis au bon moment peut ancrer une idée dans l'esprit de l'autre beaucoup plus efficacement que les mots. Par exemple, les mains ouvertes alors qu'elles expliquent un point transmet l'honnêteté. L'inclinaison vers l'avant démontre un engagement. La posture dressée, sans rigidité, communique l'autorité sans arrogance. Il ne s'agit pas de décorer la chorégraphie, mais de comprendre la psychologie derrière chaque action. Qu'est-ce que ce geste renforce ? Ou, pire, que contradisez-vous ? Un autre élément critique, et souvent négligé, est l'utilisation de l'espace. La façon dont vous vous tenez à une réunion ou à une conversation en dit long sur votre confiance en soi. Ceux qui occupent leur place naturellement, sans rétrécissement ou envahissant, transmet la solidité. Ce n'est pas une question de taille physique, mais de présence. La présence n'est pas imposante, c'est pour habiter l'espace avec la certitude de qui connaît la valeur de ce qu'elle a à dire. C'est la différence entre quelqu'un qui remplit une pièce et quelqu'un qui a besoin de le remplir. Il en va de même pour le contact visuel. Regarder dans les yeux n'est pas un détail de protocole, c'est un pont de confiance. Évitez qu'il génère une méfiance instantanée, réparez-le avec une intensité excessive, une inconfort. L'équilibre cherche attentivement, pas avec un défi. Un look ferme mais chaleureux peut établir une connexion plus profonde qu'un discours entier. La vraie sécurité n'est pas prouvée avec un look pénétrant, mais avec une présence qui n'a rien à prouver. Et ici, nous arrivons au cœur de la question, la sécurité n'est pas un masque que vous portez, c'est un état que vous rayonnez. Une personne sûre n'a pas besoin d'annoncer sa confiance à chaque geste, elle est simplement, et cela se reflète dans la façon dont il marche, comment il écoute, comment il réagit. Votre corps n'essaie pas de transmettre quelque chose, c'est quelque chose. Par conséquent, avant d'ajuster votre langage corporel, ajustez votre dialogue interne. Ce que vous vous dites avant une présentation ou une négociation définit la façon dont vous vous comportez. L'anxiété se traduit par une tension des épaules, l'alignement se traduit par la fluidité. Le langage corporel, en substance, n'est pas un outil de manipulation, mais de connexion. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de créer un environnement où la confiance circule naturellement. Les gens ne suivent pas ceux qui ont la posture parfaite, ils suivent ceux qui les font se sentir en sécurité. Par conséquent, chaque geste doit naître d'une intention authentique, non impressionnant, mais pour se connecter. Lorsque votre corps parle la même langue que vos mots, le message est entier, crédible, humain. Et c'est dans cette humanité que le véritable pouvoir de l'influence réside, convaincre non pas par la force mais par la présence. Pas pour l'imposition, mais pour la cohérence entre ce que vous êtes et la façon dont vous vous montrez. Parce qu'en fin de compte, la persuasion la plus durable ne vient pas des techniques, mais d'une simple vérité, les gens croient en ceux qui croient.
Dictée. Et rien ne renforce la croyance en tant que corps qui n'a pas à mentir. Parce que, après tout, le corps ne ment pas. S'il contredit ses paroles, l'autre gardera ce qu'il a vu, pas ce qu'il a entendu. Et c'est là que beaucoup perdent la bataille avant même de commencer, en se déconnectant entre le discours et la posture. Mais lorsque vous dominez le corps comme un instrument d'influence, il transcende la communication commune. Il ne s'agit pas de décorer des poses ou de forcer les sourires, il est conscient de la conscience. Pour observer, en temps réel, comment vous vous présentez au monde. Votre posture est-elle érigée ou pliée par doute? Votre regard trouve-t-il l'autre ou s'échappe-t-il au coin de la pièce? Vos mains sont-elles ouvertes, invitantes ou fermées dans un geste de protection? Vos traits accordent-ils une véritable attention ou la distraction en attendant le prochain discours? Les petits ajustements ici ne sont pas des détails, ces clés se tournent dans la façon dont vous êtes perçu. Une posture ferme, avec des pieds ancrés sur le sol, des épaules détendues et une poitrine légèrement projetée vers l'avant, n'est pas une arrogance, c'est la présence. Et la présence n'a pas besoin de volume pour être entendue. Il n'a pas besoin que l'imposition soit respectée. Existe-t-il juste avec intention? Il en va de même pour le sourire. Non pas aussi automatique, collé au visage comme un masque, mais ce qui est né d'une tranquillité interne. Celui qui dit, sans mots, je suis ici. Cette conversation est importante. Vous comptez. C'est la différence entre un geste vide et une invitation à la connexion. Mais méfiez-vous, aussi important que de savoir quoi faire et de reconnaître quoi éviter. Geste qui sabotait votre message sans que vous en remarquiez. Les bras croisés, même sans intention, peuvent ressembler à une barrière. Les mouvements répétitifs des mains ou des jambes ont de l'anxiété. L'aspect évasif ou les clignotements excessifs génèrent une méfiance. Même la proximité physique peut être un piège, envahir l'espace des autres déclenche des instincts de défense, pas ouverts. Un véritable influenceur ne parle pas seulement. Lit l'espace émotionnel de l'autre, et le corps est son meilleur traducteur. Si quelqu'un se retire lorsque vous avancez, respectez la limite. Si les bras se croisent face à une proposition, n'ignorez pas, il y a une objection pour ne pas y être pulsé. Votre capacité à déchiffrer ces signaux vous permet d'ajuster avec précision la stratégie, sans retirer, avec respect. Et puis il y a des mains, ces extensions puissantes de votre pensée. Lorsqu'ils sont utilisés exprès, ils réparent des idées. Un geste ferme en mettant l'accent sur un point crée une encre en mémoire. Des mouvements doux et ouverts lors de l'explication d'un concept facilitent la compréhension. Même le reste naturel des mains lors d'une rupture transmet le contrôle. Mais des gestes non coordonnés, excessifs ou nerveux? Ils volent l'autorité. Il ne s'agit pas de chorégraphier chaque mouvement, mais de cultiver une conscience du corps si aiguë que votre corps agit en phase avec son essence. Grave. Observez-vous dans le miroir. Identifiez les tics inutiles et remplacez-les par des gestes qui servent votre message. Parce que la sécurité n'est pas ce que vous prétendez, c'est ce que vous rayonnez. Et voici la grande vérité, projeter la sécurité n'est pas synonyme de domination. Il ne s'agit pas de lever le menton comme un défi ou de gonfler la poitrine comme un paon. Il ne s'agit pas d'envahir les territoires des autres ou de marquer une position d'agressivité. La sécurité qui a vraiment un impact est silencieuse. C'est celui qui se révèle lorsque vous entrez dans une pièce sans avoir à annoncer votre arrivée. Quand il salue fermement mais sans force. Quand il écoute comme s'il n'y avait pas de hâte et répond avec le calme qui connaît la valeur des pauses. Cette sécurité ne cherche pas à impressionner, busque à connecte. Et qui se connecte, influence sans effort. Un autre élément fréquemment ignoré, le rythme. Une personne nerveuse se déplace dans des spasmes, des gestes tranchants et répétitifs. Qui est en contrôle des mouvements avec la fluidité. Chaque action est mesurée, chaque pause est intentionnelle. Ce rythme interrompu n'est pas une affectation, c'est un domaine. C'est la preuve que vous êtes présent, respirant, réglé. Et cet état soulève non seulement son image professionnelle, elle contagie. Les autres se calment. Ouvrir. Écoutez mieux. Parce que l'influence ne concerne pas ce que vous dites, il s'agit de ce que l'autre ressent quand il entend. Et lorsque vos mots sont transportés par le bon corps, l'impact est immédiat et durable. La maîtrise du langage corporel est donc également un acte de respect.
Par vous-même, parce que vous vous exprimez avec cohérence. Pour l'autre, car il ajuste votre énergie pour faciliter la communication. Lorsque cet équilibre est atteint, vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Pas besoin d'en faire trop pour convaincre. Votre présence a pour vous. Votre corps dit déjà, vous pouvez faire confiance. Mes mots ont du poids. Je suis là pour ajouter. Et dans l'univers de l'influence, cela vaut plus que toute technique décorée. Au fond, être un puissant influenceur dépend non seulement de ce que vous dites, mais aussi de la façon dont vous l'incarnez. Son corps est le pont entre son intention et la perception des autres. Faites-en un outil conscient. Parlez à vos yeux, avec la position, avec les silences. Soyez clair, mais pas froid. Ferme mais pas rigide. Surtout, soyez cohérent. Parce que lorsque votre langage corporel et votre message vont ensemble, vous n'avez pas à le convaincre, cela fait la présence que vous faites le travail pour vous. La fermeture parfaite n'est pas un acte final, c'est la conséquence naturelle de tout ce qui a été construit auparavant. Comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'adapte seul lorsque les autres sont déjà en place. L'erreur de beaucoup est de penser que la fermeture est de convaincre ou de faire pression, alors qu'en fait, il s'agit de confirmer ce qui a déjà été compris, de sens et accepté tout au long du dialogue. Il n'y a pas de magie dans les derniers mots s'il n'y avait pas de clarté, d'empathie et de stratégie dans les précédentes. Par conséquent, le maître de l'influence n'improvise pas la fermeture, elle la provoque dès le premier moment. À chaque geste, chaque question, chaque pause, il guide l'autre personne au point où la bonne décision devient évidente, confortable, presque inévitable. Fermer avec le pouvoir, c'est fermer avec l'élégance, avec frottement, sans aucun doute, sans l'autre sentiment qu'il a été poussé, mais y accompagné. Et ce processus commence bien avant de mentionner toute décision. Cela commence lorsque vous vous présentez en toute sécurité. Quand il écoute avec une véritable attention. Quand il répond avec l'intelligence émotionnelle. Chaque interaction prépare le terrain psychologique de sorte que, à la fin, l'acceptation coule sans résistance. Mais même avec toute cette préparation, la fermeture nécessite une lecture nette, à partir de petits signes, des gestes d'assentiment, les changements subtils du ton de la voix. Des phrases comme « quand nous commençons »,« quand je l'utiliserai » ne sont pas accidentelles. Ce sont des preuves silencieuses que l'esprit a déjà accepté ce que la bouche n'a pas encore dit. Oui, n'a pas encore été dit avec des mots. Et à ce moment, la fermeture n'est pas imposée, elle s'offre comme une invitation naturelle, une conséquence organique de tout ce qui a été construit. Ce n'est pas un « voulez-vous l'accepter ou non ?» Et si nous faisons cette prochaine étape ensemble ? La langue doit être ferme sans rigide, claire sans être agressive, directe sans être invasive. La fermeture ne fait pas pression, elle crée l'espace pour que la décision apparaisse d'elle-même, comme un fruit mature qui tombe de l'arbre au bon moment. Mais voici l'un des plus grands saboteurs de la fermeture, l'anxiété. Lorsque vous sentez que le « oui » est à portée de main, il est facile de tomber dans le pressé. La voix accélère, les arguments se répètent, vous commencez à justifier ce qui était déjà clair, et, sans s'en rendre compte, brise la magie qui était le tissu. Cet excès de mots est comme un vent fort qui disperse les cendres d'un feu presque éclairé. La fermeture parfaite se produit dans un état de simplicité consciente, où moins est plus et le silence devient son plus grand allié. Par conséquent, l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez cultiver est de savoir faire taire au bon moment. Faire la proposition. Alors arrêtez. Ne remplissez pas le vide d'explications inutiles, ne corrigez pas ce qui a déjà été dit, pas de réponse. Observez simplement. Laissez l'autre personne traiter, connectez les points, ressentez le poids de la décision entre leurs propres mains. Si le silence s'étend, il ne l'interrompt pas, c'est peut-être précisément l'espace dont l'autre a besoin pour franchir la frontière entre le doute et la conviction. Lorsque vous brisez ce silence prématurément, vous renvoyez souvent la personne au point de départ. La fermeture nécessite également une élégance dans la gestion des derniers objets. Il est courant que, sur le seuil de « oui », une résistance finale se pose, une question, une excuse, un « mais ». Lâche dans l'air. Ne lui faites pas face comme un non, c'est juste l'esprit humain se protégeant du changement comme une réflexion automatique. À ce stade, leur tranquillité et leur préparation font toute la différence. Ne discutez pas, pas contrairement.
Valide ce qui a déjà été éveillé, reformule l'empathie puis guide doucement vers l'engagement. Phrases comme « Je comprends parfaitement ce que vous dites, et c'est précisément pourquoi nous structurons la solution de cette façon, pour couvrir ce point. » Ou « Cette préoccupation est courante, donc ceux qui ont déjà pris cette décision ont passé cette même analyse auparavant. Ce ne sont pas des tactiques PE. Susavention. Ce sont des ponts qui montrent l'autre que leur doute a déjà été pris en compte, que leur agitation a de l'espace, mais ce n'est pas un obstacle, c'est juste une autre étape en cours de route. Et rappelez-vous, il n'y a pas de moyen unique de fermer. La meilleure méthode est celle qui correspond à l'état émotionnel et rationnel de l'autre. Il y a des fermetures douces, ou confirment juste « tout est clair pour que nous puissions suivre ». Et l'accord circule. Il y a des fermetures progressistes, où de petites nominations sont enchaînées au dernier oui, comme signer un terme, planifier une réunion ou confirmer un détail, chaque étape s'approchant de l'objectif. Et il y a des fermetures symboliques, où le mot ferme ou doit être dit, car la décision est déjà implicite dans les actions. Alors nous avons marqué pour lundi, non? Je vais publier votre accès aujourd'hui. Avis à l'équipe que nous pouvons compter sur vous. Ce type de langue assume naturellement la décision, sans raideur, et est particulièrement puissant lorsque vous avez déjà établi une relation de confiance. L'implicite a souvent plus de force que explicite. Mais il y a encore une fermeture invisible, peut-être la plus importante de toutes. Cela ne se produit pas à la table de négociation, mais dans l'esprit de l'autre après la fin de la conversation. Parce que même si vous entendez un « oui », l'expérience émotionnelle qui déterminera si cet accord deviendra l'action, la loyauté, une recommandation spontanée. Alors prenez soin de la fin comment cela prend soin du début. Merci avec l'authenticité. Renforce brièvement la valeur que l'autre gagne de cette décision. Concevoir l'optimisme pour l'avenir. Ce n'est que le début, je vais vous montrer à quel point ce sera bon. Tu ne le regretteras pas. Je suis heureux de le faire ensemble. La façon dont vous fermez définissez comment toutes les interactions seront mémorisées, et cette mémoire est qu'elle ouvre, ou ferme, les portes à l'avenir. Bien se fermer n'est pas seulement de signer un papier ou d'obtenir un accord. Il se ferme avec respect, avec dignité, avec vision. Parce que vous ne terminez pas seulement une conversation, vous ouvrez une relation. Et puis se trouve le vrai pouvoir de la fermeture parfaite. Chapitre 12, Négociation de la vie réelle. Négocier dans la vraie vie est ce qui sépare ceux qui acceptent ce qui leur est donné de ceux qui créent les conditions de ce qu'ils veulent. Lorsqu'il s'agit de négocier une augmentation de salaire, par exemple, de nombreux professionnels trébuchent dans leur propre peur, leur insécurité ou leur manque de préparation. Mais si vous êtes venu si loin, il y a quelque chose que la plupart n'ont pas, un fondement solide de confiance en soi, une communication stratégique, une autorité lors de la demande et de l'écoute active. Ce sont les outils qui sont activés à des moments comme celui-ci. Une augmentation n'est pas négociée au moment de la conversation avec le patron, elle commence bien avant. Il commence par ses performances visibles, avec la communication constante de sa valeur, avec le choix du bon moment pour passer la commande. Demander une augmentation n'est pas ce que vous voulez, mais ce que vous avez déjà livré. La clé est de présenter votre cas non pas comme une exigence, mais comme une conséquence naturelle de votre impact sur l'entreprise. Il s'agit d'une négociation efficace, connecter votre travail à des résultats concrets et faire de « oui » l'apparence de la seule réponse logique. En ce qui concerne la négociation d'un contrat, que ce soit en tant qu'entrepreneur, pigiste ou professionnel indépendant, le scénario des changements de mise au point, mais les principes restent les mêmes. La clarté de la proposition, écoute attentive aux besoins de l'autre et la capacité de cadrer l'accord comme une victoire gagnante et décisive. Beaucoup de gens négocient de la nécessité, ce qui transmet le désespoir ou la faiblesse. Mais lorsque vous vous positionnez à partir de la valeur que vous offrez, la solution que vous fournissez, la transformation que vous générez, le client ou le partenaire vous voit avec d'autres yeux. C'est là que les techniques que vous maîtrisez déjà, des questions qui révèlent les priorités, les pauses stratégiques pour générer une réflexion, une voix et un langage corporel qui projettent le professionnalisme sans arrogance. Il ne s'agit pas de forcer un accord à tout prix, mais de guider la conversation avec la maîtrise, afin que les deux parties sentent qu'ils ont gagné plus qu'ils n'en ont cédé. Maintenant, si nous prenons cela sur un terrain plus personnel,
comme la négociation de la réconciliation, ce qui change est la sensibilité du contexte. Mais même là, la négociation est toujours un art qui nécessite une écoute profonde, une clarté et savoir quand parler, et quand il est fermé. Souvent, une discussion empire non pas pour ce qui est dit, mais comme il est dit. Négocier la paix en U. La relation fracturée ne consiste pas à imposer, mais à inviter. Il ne s'agit pas de souligner la culpabilité, mais de prendre la responsabilité. Il ne s'agit pas d'exiger, mais d'ouverture d'espace pour reconstruire. Ceux qui dominent la négociation réelle savent quand céder pour aller de l'avant, quand rester fermement et quand laisser l'autre être droit, si cela signifie sauver quelque chose de précieux. Pour appliquer tout cela dans la pratique, pensez Y comme une carte mentale que vous activez dans toutes les situations clés. Avant toute véritable négociation, préparez le terrain interne avant tout mouvement externe. Aimez votre esprit en tant qu'athlète et maintisse votre corps avant la compétition, éliminez l'émotionnel statique, concentrez-vous sur le résultat souhaité et visualisez si clairement qu'il semble déjà réel. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est une programmation mentale stratégique. Ensuite, cassez votre objectif, que cherchez-vous exactement? Comment cette demande sera-t-elle présente? Quelles objections pourraient-elles se lever? Les résistances anticipulaires ne sont pas du pessimisme, c'est la préparation. C'est comme un échec où vous prédisez déjà les offres de l'adversaire avant même de déplacer votre pièce. Au moment de la conversation, dirigez-vous avec des questions qui révèlent plus que des déclarations qui se ferment. Écoutez comme si chaque mot de l'autre était un morceau précieux, parce que c'est le cas. Guide l'interaction sans imposer un rythme, en utilisant votre corps pour renforcer vos mots, pas pour les contredire. Un geste ouvert invite la confiance, un look évasif sabote sa crédibilité. Et quand vient le temps de fermer, faites-le avec la sécurité de qui sait qu'un non n'est pas un mur, mais une porte tournante. Cela peut conduire à un autre tour, une nouvelle approche, un chemin que vous n'aviez pas encore considéré. Chaque « non » est une invitation à affiner votre stratégie. Tout au long de ce voyage, nous avons construit une méthode qui transforme la négociation d'une mine de terrain en territoire dominé. Ce que vous avez absorbé ici ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils de vie, prouvés par ceux qui les ont appliqués et ont récolté des résultats qui semblaient impossibles. Comme l'exécutif qui a doublé son salaire ne demandant plus d'argent, mais montrant plus de valeur. Ou l'entrepreneur qui a clôturé son premier contrat majeur parce que, au lieu de vendre un produit, il a entendu la douleur, une idée du client et a façonné son offre comme une solution sur mesure. Ou ce fils qui a retrouvé la relation avec son père après des années de silence, non avec des arguments, mais créant un espace où les deux pouvaient enfin être entendus. La négociation n'est pas une somme nulle. C'est l'art d'élargir les possibilités. Il ne s'agit pas de gagner l'autre, mais de créer des conditions où ils sortent tous les deux mieux qu'ils sont entrés. Et cela, cette capacité à connecter, persuader et construire des ponts, est ce qui sépare les vrais leaders des simples transacteurs. Maintenant, la connaissance vous appartient. Mais il est inutile de le garder comme un trophée. L'étape suivante consiste à l'utiliser. N'attendez pas que la grande négociation de la vie commence. Formez dans la vie quotidienne, lors de l'alignement des attentes avec votre équipe, quand définir les limites avec l'élégance, lorsque vous transformez un conflit en collaboration. Chaque interaction est simulée. Chaque conversation, une chance d'améliorer votre instinct, votre voix, votre présence. Parce que négocier avec la maîtrise ne durcit pas le cœur, c'est pour régler l'intelligence. Il s'agit de savoir quand céder est stratégique, quand le silence parle mille mots, quand un oui aujourd'hui peut coûter un non demain. Il évolue avec la précision de ceux qui comprennent que le pouvoir n'est pas de dominer, mais de le faire. Puis préparez-vous. Avant chaque dialogue important, esquissez vos points, anticipez des réactions, répétez si nécessaire. Mais surtout, entrez dans la conversation avec un état d'esprit d'apprenti, chaque interaction est un laboratoire. Qu'est-ce qui a fonctionné? Que peut s'améliorer? Ajuster, affiner, évoluer. N'oubliez pas, tout ce que vous avez aujourd'hui quelqu'un a demandé une fois. Aucun salaire, aucune opportunité, aucune réconciliation n'est tombée du ciel. Cela a commencé avec une demande, claire, ancrée, audacieuse. Et ceux qui dominent l'art de commander avec but ont la clé pour déverrouiller les portes que les autres ne voient même pas. Ce n'était pas seulement un livre audio. C'était un processus.
Vous avez dévoilé les principes psychologiques derrière les décisions, les stratégies qui déplacent les gens et les détails pratiques qui font la différence entre un accord médiocre et un résultat extraordinaire. Maintenant, la seule étape manquante consiste à agir. Ne laissez pas ces connaissances s'endormir dans votre esprit. Apportez-le au monde. Utilisez-le pour soulever votre carrière, votre retour. Leurs relations. Pour diriger avec plus d'humanité, résoudre plus de sagesse, influencer plus d'authenticité. Le vrai domaine commence lorsque ce que vous avez appris devient aussi naturel que la respiration. Adoptez tous les jours l'état d'esprit du négociateur. Voir chaque interaction non pas comme une bataille, mais en tant que danse, où le rythme, l'écoute et l'intention déterminent l'étape suivante. Posez des questions qui s'ouvrent. Proposez des solutions qui disparaissent. Et n'oubliez jamais, ce que vous ne demandez pas, le monde suppose que vous ne voulez pas. Mais que demandez-vous clairement, les cite logiquement et défendent avec conviction? Cela se matérialise inévitablement. Parce que ceux qui négocient avec l'intelligence obtiennent non seulement ce qu'ils veulent, créent les conditions pour que vous veniez. Et c'est ainsi qu'une vie se transforme, une négociation à la fois. La réalité est la suivante, vous êtes arrivé à la fin de cette voie, mais il n'est en fait qu'au début. À partir de maintenant, chaque conversation est une porte ouverte, chaque interaction une chance de façonner, d'évoluer et de réinventer. Le choix est le vôtre, s'attendre à ce que le monde s'adapte à vos désirs ou prend le contrôle et le fait se pencher à votre vision. Les outils sont entre vos mains. La connaissance est déjà la vôtre. Pouvoir? C'était toujours là, j'avais juste besoin de le reconnaître. Il est maintenant temps d'agir. Négociez votre demain comme si chaque mot était un investissement. Négociez votre vie en tant que ceux qui sculptent son propre destin. Parce que lorsque vous dominez l'art de la négociation, tout, absolument tout, devient négociable. Si ce livre audio vous a allumé une étincelle, si vous sentez que vous êtes prêt à plonger encore plus profondément dans votre propre transformation, il y a une prochaine étape qui vous attend. Un livre audio qui défiera non seulement votre façon de voir le monde, mais redéfinira vos choix, votre potentiel et même les limites de ce que vous croyez possible. Le lien est là. Un clic vous sépare des plus stratégiques, plus puissants et le plus directeur de vous-même. La question n'est pas de savoir si vous allez passer à autre chose, c'est à ce moment-là. Et la réponse commence maintenant. Nous nous voyons de l'autre côté.